Bonsoir et bienvenue sur Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Émission ce soir spéciale Dos Hermanas, le super tournoi espagnol. Également au programme annonce de l'actualité avec l'anniversaire de Korchnoi entre autres, Chess People et la défense Lujin. Évidemment quelques résultats, préparation de la Nationale 1, préparation du Grand Prix du Sénat. Avec ce soir Jean-Luc Chabanon. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Éloi. Alors ce tournoi de Dos Hermanas, Jean-Luc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qui sont les joueurs? Donc Dos Hermanas est un très fort tournoi donc de grands maîtres qui est organisé en Espagne et donc nous avons d'excellents joueurs. Nous avons le numéro 1 espagnol Miguel Illescaz qui est d'ailleurs actuellement en tête donc du tournoi avec 6 sur 8. 5 sur 8. Avec 5 sur 8. Ex aequo avec Smirin et Dreyev. Oui, tout à fait. Alors bon, déjà, on va rappeler la base. C'est un tournoi dit fermé, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs invités et tout le monde rencontre tout le monde. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas rappelé ce que c'était qu'un tournoi fermé, donc on va peut-être le réexpliquer. Oui, donc un tournoi fermé, c'est un tournoi où tous les adversaires, tous les concurrents se rencontrent. Ce qui donne donc une formule très très juste pour le classement du tournoi. Voilà, donc… Oui, donc effectivement, c'est le principe des tournois fermés. Classement, Illescaz, Dreyev et Smirin en tête, 3 forts grands maîtres. Oui, 3 forts grands maîtres pour l'instant, donc pas trop de surprises dans ce tournoi puisque les joueurs les plus en forme du moment sont en tête du tournoi. À signaler donc la mauvaise forme du joueur de Ivan Sokolov, qui est, je crois, hollandais actuellement. Oui, mais donc bosniaque d'origine, évidemment. D'origine bosniaque, qui est vraiment en très très petite forme, puisqu'il a 3,5 sur 8. Mais en ce qui concerne donc, le haut du classement, l'agréable surprise pour les Espagnols d'avoir leur numéro 1 leader du tournoi, c'est une petite surprise. Mais à noter qu'Illescaz c'est quand même un grand maître assez expérimenté, qui a entraîné notamment Vladimir Kramnik. C'est donc un très très bon joueur, il pointe régulièrement au top 50 mondial, c'est la star espagnole. Ici, il est en tête d'un tournoi, ça lui est déjà arrivé. Ça lui est déjà arrivé et de toute façon, la préparation, le travail qu'il a fait avec Vladimir Kramnik paye ses fruits. Effectivement, alors dans ce tournoi, il y a également une star, il s'agit du jeune Temur Radjabov. Il n'a que 14 ans, déjà grand maître, extrêmement prometteur. Oui, donc Temur Radjabov qui a 3,5 sur 8, c'est très remarquable donc, dans une compétition d'un tel niveau pour une première participation et un âge, et à 14 ans, c'est quand même un des grands espoirs des années prochaines. Effectivement, notamment en plus il vient de Bakou, c'est la ville où est né Garry Kasparov. Donc effectivement, le nouveau Garry Kasparov est peut-être ici, il s'agit peut-être de Radjabov. En tout cas, il a de la concurrence sérieuse chez les jeunes avec notre Étienne National, le petit Fraissinet, Ponomariov, etc. Première ronde, il commence en battant Krasenkov, donc il fait très forte impression. Ensuite, il lève un peu le pied, donc il est pour l'instant à -1, 3,5 sur 8. C'est un bon résultat. Voilà. Et le gros drame dans ce tournoi, c'est Krasenkov, un grand maître polonais très très fort. Pas très connu, mais il a récemment été dans le top 10 mondial quand même, ce qui est pas mal. Et là, il a 1 point sur 8, c'est extrême. Oui, donc Krasenkov qui n'est pas en forme, semble-t-il. Krasenkov qui avait explosé, je me rappelle, en 98, je crois, à Groningen, au championnat du monde, où il avait passé pas mal de tours. Et à partir de cette période, il est arrivé donc, au top niveau, donc à 2600 à peu près au classement. Il a eu 2700 une fois Krasenkov, mais ce n'est plus le cas. Donc voilà, après 8 rondes, donc Illescaz, Dreyev et Smirin en tête, on l'a déjà dit. Donc il ne reste plus qu'une seule ronde à jouer. Ces 3 joueurs peuvent l'emporter. À noter que tout le monde se tient dans 1,5 point, mis à part Krasenkov qui est aux fraises. Voilà donc pour ce super tournoi de Dos Hermanas en Espagne. Donc résultat demain samedi. On vous en dira plus bientôt. On va tout de suite passer, Jean-Luc, à notre première rubrique, pour ainsi dire. Il s'agit de la partie commentée. Voilà, donc pour ce tournoi, j'ai sélectionné la partie qui s'est jouée entre entre Sokolov et Dreyev. Donc Sokolov a les blancs. C'est une partie qui… on ne va pas trop insister sur la stratégie dans le milieu de jeu dans cette partie, puisque c'est une partie spectacle. C'est une partie où les sacrifices fusent. Et je crois que les téléspectateurs vont apprécier donc, toutes les combinaisons qui ont eu lieu dans cette partie. C'est un feu d'artifice. Sokolov, donc, avec les blancs, ouvre par le coup D4.
Dreyev, lui, joue son répertoire depuis déjà pas mal de temps. D5, il est spécialiste de la semi-slave, le jeu sur case blanche, c'est ce qu'on va voir. C4. Oui, donc Dreyev qui est un joueur extrêmement solide et qui donc décide de jouer la semi-slave, son répertoire habituel. Cavalier F3, cavalier F6, cavalier C3. Donc la semaine dernière, je crois qu'on a vu une partie où c'était pas tout à fait comme ça, puisque les blancs avaient très tôt décidé d'enfermer leur fou de case blanche en jouant E3. C'est une façon de jouer aussi pour bien protéger le pion C4. Et ici, donc c'est plus optimiste ce qui se passe, puisque après cavalier C3, donc on voit que le pion C4 est en prise. Les noirs peuvent le prendre, ils choisissent de ne pas le prendre. En jouant E6, c'est la semi-slave. Oui, donc Sokolov qui préfère jouer ses pièces activement. Donc là, il sort le fou C1 au lieu de jouer le coup E3 qui transpose dans les variantes classiques de la Méran. Il joue fou G5 et il est prêt à jouer des positions beaucoup plus agressives. Comme le gambit Botvinnik, donc un vieux gambit que l'on pourrait obtenir donc, dans cette position après D prend C4 immédiatement. Voilà, alors curieusement, ce qu'il faut voir dans cette position, on sait qu'un gambit c'est un sacrifice de pion. Ici, après D prend C4, on a l'impression que c'est les blancs qui font le gambit, mais Exactement. en fait non. Exactement, donc puisque dans cette position, les blancs jouent E2, E4. Les blancs occupent le centre avec leurs deux pions centraux et ils menacent tout simplement de récupérer le pion C4 avec le fou F1. Donc les noirs décident de défendre ce pion en C4. En jouant B5. En jouant B5. Et pour obtenir quelque chose, les blancs jouent E5 dans cette position. Ils jouent E5, donc le cavalier est cloué, il ne peut pas bouger puisque la dame en D8 serait mangée par le fou. Les noirs doivent jouer dans cette position H7, H6. H6, donc c'est une contre-attaque. Le fou revient sur H4, G7, G5, toujours pour attaquer le fou. Et là, dans cette position, après cavalier prend G5, pion prend G5, suivi de fou prend G5, les blancs en sacrifient une pièce, mais vont récupérer le cavalier sur F6, puisque le cavalier ne peut toujours pas bouger. Et après, si on calcule, on constate que les noirs ont un pion de moins. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, vous voyez cette position. Ici, c'est les blancs qui vont avoir un pion de plus. Alors qu'au début de la variante, après D prend C4, c'est les noirs qui avaient un pion de plus. Donc c'est le gambit Botvinnik, mais ne pas se tromper, c'est les noirs qui sacrifient un pion et c'est les noirs qui jouent pour l'initiative, et non pas le contraire. Exactement, exactement. Donc après fou G5, il y a un moyen qui a été mis à la mode récemment, Jean-Luc, enfin c'est pas... Au début des années 90, donc oui, la variante de Moscou, donc H7, H6. Et donc au début des années 90, c'est encore un joueur très connu, c'est Vladimir Kramnik qui a mis cette variante à l'ordre du jour. L'idée est d'intercaler donc ce coup à H7, H6. Le fou, si il vient sur H4, c'est la partie. Donc là, on le commentera peut-être voilà, après. C'est la partie. Donc fou prend F6, c'est le coup normal. Mais après fou prend F6, les noirs obtiennent la paire de fous. Oui. Obtiennent la paire de fous et se disent je suis mal développé, mais ce n'est pas si grave puisque la position, si elle s'ouvre, ma paire de fous va jouer. Si elle ne s'ouvre pas, eh bien je vais essayer de l'ouvrir et j'aurai la paire de fous de toute façon. Tout simplement, pour résumer, on a un désavantage de développement, c'est-à-dire les blancs ont sorti plus de pièces. Maintenant, si les blancs veulent essayer d'utiliser cette avance de développement, il faut qu'ils ouvrent le jeu. À ce moment-là, la paire de fous devient compensatrice. Voilà. Donc après H6, fou H4, D prend C4. Alors là, c'est plus pareil, justement, c'est ce qu'on va voir. Et là, c'est complètement différent de ce qu'on a vu tout à l'heure, puisque après E4, les noirs peuvent intercaler, contrairement à la position de tout à l'heure, peuvent intercaler le coup G7, G5. Oui, puisque dans la position de tout à l'heure, s'ils avaient essayé d'intercaler le coup H6, il y aurait eu fou prend F6. Il y aurait eu fou prend F6 suivi de fou prend C4. Donc là, les noirs peuvent intercaler donc G5, fou G3. Là, voilà, il n'est plus question de sacrifier la pièce en G5, puisque maintenant, c'est vraiment un sacrifice de pièce, comme le pion est encore en E4. Donc, cavalier prend G5 n'est pas une option, il faut jouer fou G3. Donc, fou G3 et là maintenant B5. B5 et là, effectivement, les noirs ont un pion de plus et vont le garder. Voilà, les noirs ont un pion de plus et vont le garder. Donc c'est une position qui est extrêmement débattue actuellement. Donc sur la scène échiquienne, beaucoup de joueurs jouent ce type de position. Et donc dans cette partie, les blancs donc, ont continué leur développement de manière classique par fou E2. Alors, il y a beaucoup de solutions dans cette position. Il y a fou E2 qui en est une, il y a dame C2 qui est le coup un peu plus solide, et il y a également le coup E4-5 qui existe. Donc, il y a énormément de variantes, mais toutes ces variantes, finalement, ne servent pas à grand-chose si on ne comprend pas le véritable débat d'idées qu'il y a maintenant. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que les blancs ont deux pions au centre, voilà, très forts, et ces pions sont souples. C'est-à-dire qu'on peut soit avancer le pion E, qui amènera une structure plutôt fermée, soit avancer le pion D. Dans énormément de cas, on joue le coup D4, D5 qui fait complètement exploser le centre. Donc ça, c'est les deux idées des blancs. En attendant, ils ont envie de mettre leur roi à l'abri. Maintenant, donc ils jouent fou E2.
Et là, il y a des complications qui peuvent commencer, notamment après, je crois, Jean-Luc, dans cette position. Non, c'est pas dans cette position. Donc fou B7. Fou B7. Donc fou E2, je crois que fou E2 c'est la grande ligne de toute façon. Oui, tout à fait, c'est le coup principal. Fou E2 c'est la grande ligne, fou B7, H4. Donc H4 c'est une réaction. Alors H4 c'est un coup nouveau, Jean-Luc. Précédemment, on préférait jouer soit petit roc, soit dame C2. Il y avait deux options. H4 c'est la variante à la mode, agressive, justement mise à jour par Ivan Sokolov, qui est quand même un spécialiste de cette variante. Donc Ivan Sokolov qui est un spécialiste de cette variante, mais bon, dans cette partie, ça s'est mal passé. Donc H4, l'idée évidemment, c'est aussi de trouver la position noire. Donc, puisque les blancs qui ont un pion de moins, on peut ouvrir, comme tu l'as expliqué, au centre par E5. Mais après des coups comme H4, donc, ils provoquent donc, les noirs, leur structure de pion étant menacée. Les noirs ne peuvent bien évidemment pas prendre le pion H4, ce serait un suicide total. Et s'ils jouent G5, G4, le cavalier F3 se dirigerait alors sur la case E5, attaquerait le pion en G4, qu'il faudrait défendre, et affaiblir un peu plus, parce que dans cette position, on ne sait pas où les noirs vont placer leur roi. C'est le problème des noirs. Oui, tout à fait. Ils ont beaucoup d'affaiblissement, c'est clair. Bon, il y a G4, effectivement, G4, c'est quand même un coup possible. Après cavalier E5, on peut jouer H5. Ça mène des positions complexes. Mais ici, finalement, Dreyev choisit autre chose. Dreyev choisit donc le choix le plus concret, puisqu'il décide de prendre un deuxième pion en jouant B5, B4. Voilà, alors là, B4, donc c'est effectivement contre-attaque sur le cavalier. Donc Dreyev qui oublie complètement sa structure de pion, puisque là il ne s'intéresse plus, il ne cherche pas à donner donc une cohésion à son jeu de pion, puisqu'après avoir avancé ce pion, le pion C4 se retrouve en prise. Mais bon, la position devient purement tactique. Le jeu de pièces noires, la question le débat, donc les noirs veulent prouver que leur jeu de pièces est suffisant pour obtenir l'initiative. À noter, Jean-Luc, dans cette position, que le coup H prend G5 n'est pas vraiment viable. On aurait pu se dire, il m'attaque mon cavalier, moi je vais attaquer le sien, puisqu'il y a tout simplement pion prend cavalier. Et après, pion prend cavalier, pion prend pion, avec donc un pion très ennuyeux en B2. Voilà. Tout simplement. Donc après B4, les blancs n'ont pas d'autre choix que de bouger le cavalier. Oui, cavalier A4. La position devient extrêmement sauvage. La position devient extrêmement sauvage et les coups vont s'enchaîner donc de manière assez tactique. Donc cavalier prend E4, attaque le fou en G3. Ce fou en G3 qui est une pièce très très importante pour les blancs. Donc il faut garder ce fou. Fou E5. Fou E5. Alors on va pas trop speeder entre guillemets dans cette position puisque c'est très compliqué. On aimerait bien comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Donc cavalier prend E4. Ça y est, les noirs ont 2 pions de plus maintenant. Quelles sont les compensations des blancs ? Les compensations des blancs sont extrêmement tactiques dans cette position puisque les blancs ont bien développé leurs pièces. Le pion C4 est faible. La tour H menace de jouer sur la colonne H qui peut s'ouvrir puisque le pion H4 attaque le pion G5. Voilà des compensations principales. Donc les coups qui suivent expliquent un petit peu toutes ces manœuvres. Est-ce qu'on peut dire que, oui, alors dans cette position, est-ce que les coups des noirs sont forcés ? Dans cette position, les coups des noirs sont plus ou moins forcés, je pense, puisque les autres coups seraient F7, F6 serait un affaiblissement, ce ne serait pas nécessaire. On peut quand même l'envisager, parce que F7, F6 a l'air d'être un coup... On peut l'envisager, mais c'est un affaiblissement de toute façon. C'est un affaiblissement, mais on gagne un temps en attaquant le fou E5 des blancs. Bon, effectivement, ça affaiblit les cases blanches. Le problème d'F7, F6, peut-être ce serait fou prend B8 et dame C2, attaquant cavalier en E4 et le pion en C4. Le pion E6 serait faible immédiatement. Donc dans cette position, en fait, on jouerait tout à fait fou prend cavalier B8, qui gagne du temps en fait pour les blancs. Qui gagne un tempo très utile et les cases blanches puisqu'on voit qu'après F6, la diagonale H5 E8 est très très affaiblie. Et la diagonale aussi B1 H7 est également très affaiblie puisque la dame sur C2 pourrait venir peut-être en G6. Tout ça, c'est une question de case blanche. Voilà, tout va se passer sur case blanche. D'autant plus que le fou de case blanche des noirs, il est complètement à l'ouest. Exactement, le pion doit rester sur F7, il faut jouer tour G8. Donc dans cette position, après fou E5, F6 serait un coup très affaiblissant, pas positionnel du tout. Donc Dreyev, en toute connaissance de cause, parce que là on n'a aucun doute, les joueurs sont encore dans leur préparation, connaissent très bien cette position, il joue tour G8. Dame C2, donc dame C2, le développement logique, attaque le cavalier sur E4, menace de récupérer le pion en C4 et prépare le grand roc, donc prépare le développement du roi, le grand roc. Attaque. Ça fait déjà pas mal pour un seul coup, il n'y avait pas mieux tout simplement, c'est un peu comme... Voilà, donc C5.
C5, donc là, Drieff il montre ses intentions. Ses intentions sont simples dans cette position, c'est tenir ce cavalier au centre, en E4, puisque le fou B7 contrôle. Maintenant, il veut il veut ouvrir un petit peu la position au centre. Et par ce coup C5, il a donc fait une défense sur du cavalier E4 avec le fou B7, mais mieux que ça, le fou B7 maintenant est vraiment dans la partie. oui, le fou B7 qui va jouer avec la tour G8. Puisqu'on voit qu'il. Ça, c'est un duo de pièces assez fort en général. C'est un duo de pièces assez fort qui empêche, puisque les blancs n'ont pas encore roqué, donc les blancs ont le choix entre petit roc et grand roc. C'est un coup qui interdit peut-être définitivement le grand roc. Oui, ça devient dur psychologiquement. Le petit roc. Ça devient très dur psychologiquement de faire le petit roc dans cette position, sachant qu'il y a déjà une tour, le fou et le cavalier qui est assez proche. Et le grand roc aussi est assez risqué puisque les pions noirs sont en face du roi. On peut dire dans un sens que pour l'instant cette partie n'est pas vraiment éducative puisque les joueurs, c'est de la haute stratégie difficilement compréhensible. Oui, c'est vrai que c'est une partie extrêmement... c'est une partie de spécialistes, mais ce qui suit est vraiment incroyable. Donc il va se passer des événements tout à fait exceptionnels. Exceptionnel. Donc fou prend C4. Fou prend pion C4 après C5, ça c'est logique. Donc maintenant il n'y a plus qu'un pion de moins. Il n'y a plus qu'un pion de moins. Blanc ont récupéré un pion. Mais ça continue. Ça continue. Donc les blancs ont récupéré un pion, mais le pion D4 est en prise. Il est attaqué par le pion C5. Alors bon, évidemment, les noirs ne peuvent pas prendre directement le pion C5, le pion D4, puisqu'il est défendu 2 fois. Voilà. Et par le cavalier F3 Donc, et par le fou E5. Il faut enlever un défenseur. G4. G4. G4, attaque le cavalier F3. Oui. Et enlève donc un défenseur. Une fois que ce cavalier aura bougé, puisqu'il va bouger en toute logique, eh bien le pion D4 sera en prise. Voilà, donc Sokolov, lui, n'a pas dit son dernier mot. Fou B5 échec. Il continue à jouer pour l'initiative. C'est un jeu de pièces, donc un coup intermédiaire. Alors ce qu'il faut voir aussi, Jean-Luc, dans cette position, c'est que ici, il y a un proverbe qui dit Mazet vaut échec, Mazet fait échec. En général, on a faire un échec, si ça n'a pas d'idée, c'est pas bon. Mais là, l'idée est assez simple, c'est que le fou C4 est pas très bien placé, puisqu'il tape dans un duo de pions qui se tiennent mutuellement. Très solide, oui. Donc cet échec, en fait, gagne du temps dans la mesure où on fait échec et en même temps on replace notre fou. Exactement, et la dame C2 attaquerait immédiatement le pion C5. Voilà, donc en fait, il ne fait pas échec pour faire échec, mais il fait échec parce que c'est un coup utile. Donc, fou B5 échec, cavalier D7, le seul coup, puisque roi E7 ne serait pas très utile, et mettre une pièce en C6 perdrait une pièce aussi. Puisque le cavalier en E4, donc si on jouait fou C6 ou cavalier C6 par exemple. Cavalier C6, c'est immédiat. Dame prend en E4 et sur fou C6, on échangerait d'abord en C6. Tout à fait. Donc fou B5, cavalier D7. Cavalier D7, interception de l'échec. Voilà. Et là, dans cette position, surprise, première grosse surprise de la partie, Sokolov donc, ne bouge pas son cavalier. Il aurait pu ramener son cavalier en D2. Oui, c'est le coup attendu dans cette position, cavalier D2. Donc c'est le coup attendu. Il ne l'a probablement pas fait parce qu'après cavalier D2, les noirs vont peut-être échanger les cavaliers sur D2 et prendre le pion en G2 avec le fou B7. Prendre en G2, oui, il y a plusieurs options. Celle-là est pas mal. Prendre en G2 ou peut-être jouer A6 aussi. Les deux coups sont possibles. A6 c'est peut-être dangereux puisqu'il y aurait peut-être une fourchette. Non mais fou prend G2 a l'air tout à fait bien, puisqu'après tour G1, on peut mettre notre fou sur une case stable, qui est la case F3, qui empêchera le roi blanc de roquer, etc. En plus, on contrôle la colonne D. Voilà, donc fou prend G2, un coup très simple. Beaucoup de complications quand même. Ici, sur cavalier D7, c'est la surprise, donc cavalier D2 n'a pas été retenu par Ivan Sokolov. Il s'est dit, peut-être, je vais jouer un peu original, hein. Ou alors il s'est dit, je vais jouer le meilleur coup. Exactement, et sur cavalier, donc il joue original, mais il joue le coup qui semble très logique, c'est-à-dire D prend C5. Alors l'idée de D prend C5, c'est que si on prend F3, lui, il va jouer C6. C5, C6. Et avec une fourchette, donc il perd une pièce, mais il va en récupérer une. Voilà, donc on peut envisager, évidemment, puisque c'est très très intéressant, très complexe. Donc, sur pion prend cavalier, suivrait donc le coup C6, fourchette, menace pion prend D7 échec, suivi de presque mat. C'est-à-dire qu'on est vraiment tout proche du mat. Donc là, beaucoup d'options. Par exemple, pion prend G2. Bon. Et là, on peut prendre en D7 d'abord. On peut prendre en D7, on peut jouer tour G1 on aussi, peut jouer tout tour simplement. G1, oui, tout simplement. Puisqu'il ne se passe rien. Et maintenant, il semblerait que les noirs soient obligés de jouer fou prend C6, parce qu'il y a beaucoup de menaces. On menace de prendre soit en D7, soit en B7, soit même, Jean-Luc, en E4. Donc triple menace.
ça devient vraiment trop, d'autant plus que le roi noir n'est plus du tout en sécurité ici. Voilà, donc on va revenir à la position donc, après D prend C5. Là, dans cette position, les noirs ont joué un coup exceptionnel, encore une pointe tactique fantastique. Ils ont joué donc B4, B3. Donc un coup qui semble curieux. Qui semble anodin. Il semble anodin, donc on ne comprend pas trop ce qui se passe. Ce qui se passe sur un coup réflexe comme A prend B5. A prend B3. A prend B3. Oui, j'ai un lapsus révélateur. A prend B3, donc il y aurait le coup Dame A5 échec. Oui. Qui gagnerait une pièce, puisque la Dame en A5 attaque, donc met le roi en échec et attaque le fou en B5. Ce fou en B5 qui est très important puisque c'est le coup qui permet aux blancs de jouer C5, C6. Voilà. Donc il faut absolument pas le perdre. Donc dans cette position, le cavalier A4 qui peut défendre le fou en revenant sur la case C3, Oui. là ne peut pas venir sur C3 puisque la Dame A5 va prendre la tour en A1. Et peut-être même après celle en H1. Et peut-être même la tour en H1. Donc ça c'est trop cher. Trop cher. Donc sur B3, pas de coup réflexe. Voilà. Puisque B3 en fait ça fait 2 menaces, c'est comme ça qu'il faudrait tenter de l'expliquer. Ça attaque la dame et en même temps ça menace Dame A5 échec puisqu'on a libéré cette diagonale que je pointe en rouge. Dame A5 échec qui permet donc de gagner le fou B5. Donc double menace. Voilà, donc dans cette position, Sokolov a joué le coup le plus logique. Il défend son fou B5 avec la dame en D3, Oui. puisque la dame en D3 défend le fou B5 et attaque le cavalier en D7. Et en même temps garde un œil sur le cavalier en E4. Exactement, donc c'est une belle case. c'est une belle case pour la dame. Mais maintenant, on voit quand même que Sokolov, par ce petit coup B3, rajoute quelques possibilités tactiques à la position, puisqu'il a ouvert la grande diagonale A5, E1, et il a un pion en B3. Un pion en B3, bon, c'est un pion qui est avancé assez loin. C'est vrai que là, dans cette position, on se demande ce que ce pion va devenir. Tout à fait. Dame D3, G prend F3. Oui. Donc les noirs décident finalement de prendre ce pion en F3. C6, c'est ce qu'on avait prévu tout à l'heure. Mais là, c'est différent, puisque le pion est en B3 au lieu de B4. Donc là, c'est l'ouverture de la grande diagonale qui va faire la différence. Qui va faire la différence, puisque c'est le jeu de pièces qui compte, et fou B4 échec. Alors, une fois de plus, c'est encore un échec. Pourquoi fait-on cet échec? On fait cet échec donc pour développer la dernière pièce, Oui. et donc tout simplement pour développer la dernière pièce, puisque dans cette position tout était extrêmement tactique et le jeu de pièces est la chose prédominante. On peut plus, la structure de pion étant complètement explosée, là il faut développer les pièces le plus vite possible. Oui, moi je pensais aussi, Jean-Luc, qu'il se prépare à encaisser pion prend cavalier D7 échec en ayant la case F8 pour le roi. C'est peut-être un moyen de libérer un peu d'espace autour du roi. Peut-être la case F8, oui, mais il y a aussi la case D8. C'est vrai que ça libère aussi des cases au roi. Donc dans cette position, fou C3, le fou revient sur la case C3. Alors à noter que cet échec est ennuyeux puisque si le roi blanc bouge, on voit pas trop où il va. Exactement, oui, puisque en F1, le pion prendrait en G2 sur échec, ce serait une catastrophe. Ça va pas. Il y a pion prend G2 échec, suivi de pion prend H1 dame, parce que le pion est soutenu par la tour. Et en D1, il y aurait une fourchette en F2, donc tout est plus ou moins forcé. Hein. Une fourchette dite royale, puisque ça attaque la dame, le roi et la tour. Ça attaque toutes les pièces les plus chères. Exactement, donc après fou B4, fou C3. Il faut couvrir l'échec, puisqu'on ne peut pas bouger le roi. Il faut couvrir l'échec et éviter peut-être cavalier prend E5 qui pourrait intervenir. Oui. Donc fou C3. Après fou C3, donc fou prend fou. Fou prend fou. Peut-être une explication, toujours. Qu'est-ce qu'on voit? On voit encore ce pion blanc en C6, on voit encore cette triple menace. On attaque toutes les pièces. Donc pour l'instant, c'est les noirs. Enfin, les noirs ont une pièce de plus. Mais s'ils commencent à jouer des petits coups, c'est-à-dire des coups qui ne menacent rien, qui ne font rien, eh bien, c'est les blancs qui vont gagner. Ah oui, puisqu'ils ont toutes leurs pièces en prise. Donc fou prend fou. B prend fou. Voilà, donc B prend fou. C'est intéressant de regarder peut-être cavalier prend qui... Cavalier prend fou dans cette position, qui est évidemment une possibilité. Il faut le mentionner. Donc cavalier prend fou qui est une possibilité, mais qui est beaucoup moins fort probablement, donc à cause de cavalier... De pion prend G2 peut-être dans cette position? Peut-être. Peut-être pion prend G2 suivi de... Pion prend G2, donc qui attaque encore la tour H1. Donc sur pion prend G2, la seule réponse de toute façon viable, c'est tour G1, régulièrement. Et peut-être dans cette position qu'il n'a pas voulu laisser le cavalier revenir sur la case C5. C'est possible, puisqu'en C5, le cavalier fait un excellent travail. Il attaque la dame blanche, il défend en D7 et il défend en B7. Donc ça, c'est une possibilité. Ou dame prend H4 comme dans la partie aussi. Ou dame prend H4. Dame prend H4, défend le cavalier en E4 et attaque le pion en F2. Ça, c'est possible également, Jean-Luc. Donc fou prend C3, B prend C3.
A priori, on va dire que ça ne change pas forcément grand-chose, cavalier C'est à peu près la même chose. Parce qu'il y a des variantes forcées qui arrivent. Pion prend G2. Pion prend G2, depuis le temps qu'on l'attendait, il était temps que ce coup arrive, hein, puisque c'était dans le vent, on ne comprenait pas pourquoi les noirs ne le jouaient pas. Maintenant, c'est fait. Tour G1. Tour G1, B2. B2. Donc un coup purement tactique pour éloigner ce cavalier 2 à 4. C'est une sorte de diversion, c'est-à-dire qu'on provoque les blancs à jouer cavalier prend pion B2, et ils ne le jouent pas. Ouais, il préfère utiliser ce cavalier pour l'attaque, pour l'offensive. Et donc il joue tour D1, la tour étant attaquée. Tour D1 qui attaque une fois de plus le cavalier en D7. Non, là, il y a vraiment un superbe combat là. Là, c'est une partie grand spectacle pour l'instant. Donc vous voyez 4 pièces blanches contre un cavalier en D7. Vous voyez, Jean-Luc, 2 pions noirs en G2 et B2. On ne sait pas ce qu'ils font là. On ne sait pas ce qu'ils font là. Ils sont bien avancés, ils sont tout seuls. Exactement, donc c'est une position assez magique. Les noirs ont joué dame prend H4, donc le coup qu'on avait prévu tout à l'heure, donc la dame qui défend le cavalier en E4. Là, les noirs doivent perdre une pièce, c'est forcé. Oui. Donc, quitte à perdre une pièce, autant bien placer ses propres pièces. Donc, dame prend H4, attaque le pion F2. Alors, défend le cavalier E4. Défend le cavalier E4, attaque F2. On a donc dame prend F2, échec et mat. Ouais. Et en même temps, donc. En même temps, c'est déjà pas mal. Hein. En même temps, c'est déjà pas mal. Libère la case D8. La case D8 qui Oui. pourrait être utile pour une dernière pièce, c'est-à-dire la tour A8, qui pourra éventuellement venir sur cette colonne un peu plus tard. Dans ce coup, dame prend H4 est vraiment Le coup très parfait. fort. C'est le coup parfait. C'est le coup parfait. Donc, dame prend D7. Dame prend D7, on peut prendre aussi avec le pion. On peut prendre aussi avec le pion. Probablement, dans ce cas de figure, les noirs pourraient jouer roi D8. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend avec le pion, Le roi bloque le pion une fois pour toutes. c'est ça, le roi se met devant le pion et trouve en fait une protection superbe, puisqu'on voit que la dame et la tour ne peuvent pas prendre leur propre pion, donc sont complètement devenus inefficaces. Et maintenant, donc, après roi D8, ce serait au blanc de trouver une parade à dame prend F2 et échec et mat. Là, catastrophe, tout simplement, on ne sait plus comment défendre. Toutes les pièces blanches, on voit qu'elles sont mal placées. Il n'y a plus aucune justification, le roi noir est en sécurité et c'est les noirs qui vont prendre l'initiative. Ce n'est pas tolérable. Surtout que bon, dame prend F2 est une menace, mais il y a aussi dame H4 H2 qui est une menace simple et directe. La dame donc menace aussi de prendre la tour, puisque la tour en G1 n'a pas beaucoup de cases. Donc beaucoup de menaces dans cette position. Dame prend D7, roi F8, le seul coup. Dame revient sur D4 pour défendre le pion F2, pour éviter l'échec et mat. Et alors là, ça commence. Donc un premier sacrifice de déviation. Je pense que les noirs ont peut-être d'autres possibilités, mais la suite qu'a choisi Dreyev est une suite de coups forcés. Une suite de coups forcés, mais extrêmement spectaculaire. Donc là, à partir de là, est-ce qu'on peut dire que les noirs sont gagnants de manière forcée? À partir de là, et peut-être même à partir de beaucoup plus tôt, c'est ça qui est incroyable dans cette partie, c'est que les coups sont extrêmement compliqués. Probablement une partie qui a été vue et revue sur un ordinateur, probablement. Mais à partir de cette position, tout est plus ou moins forcé. Donc les noirs font B1, dame, un sacrifice de déviation, puisque les blancs exercent une pression très désagréable sur la colonne D. Donc la tour doit prendre la dame. Oui, sinon on a une dame de moins. Donc voilà, en réalité les noirs ne sacrifient qu'un pion. Oui, tout à fait. Oui. Mais d'un point de vue esthétique, c'est une dame. C'est ça qui est amusant dans cette partie. Tour D8. Tour D8, donc maintenant qu'on a dévié la batterie dame plus tour, qui était là, donc qui aurait permis au blanc de prendre cette tour D8 avec échec, eh bien, pas de problème, on peut jouer tour D8. Alors, voilà, donc on se revient un petit peu en arrière. Tour D8, et donc les blancs rendent l'appareil au noir. Tu m'as donné une dame, je t'en donne une. Donc pion prend B7, le pion prend le cavalier, et là la tour évidemment prend la dame. Que se passe-t-il ? Mais non, je ne t'ai pas donné une dame, car j'en fais une. B8 dame. B8 voilà, dame. donc deux promotions dans cette partie, c'est pas mal. La tour revient sur D8 pour parer l'échec. On va revoir tout ça, parce que là, on a été un petit peu vite. Voilà. Donc B1 dame, ça, c'est le premier coup. Dans cette position, les noirs font dame, promotion. Voilà. Sacrifice. Donc ce pion qui est venu de B4, qui est venu en B3 pour faire diversion. Pour faire diversion, ce pion finalement a fait son chemin et il arrive jusqu'à la case de promotion. En fait, ce pion aura fait diversion jusqu'au bout. Jusqu'au bout, exactement. Il aura fait diversion jusqu'à la promotion. Tour D8, attaque la dame. Et maintenant, c'est aux noirs de faire diversion avec leur pion. Pion prend B7. Enfin, c'est plutôt la dame qui fait la diversion pour le pion. Pour le pion. Qui redevient dame. Donc là, sacrifice. Les noirs n'ont pas d'autre choix que de prendre la dame en D4, sinon c'est fiasco total.
Il y a une pièce de moins pour les noirs maintenant, Jean-Luc. Il faut Oui, pas- le faut pas matériel donc, l'oublier. est très important. Tour prend dame. Donc là, si on reprend la tour, c'est-à-dire si on se dit d'une façon malin, je vais garder mon pion, je ferai dame au coup d'après, en attendant, je prends la tour, il y a mat. Hein. Oui, Il y a le problème, dame prend F2 mat, mat. mat en deux coups, oui, dame prend F2, suite dame D2, échec et mat. B8 dame, échec. Donc là, on se prémunit contre le mat en faisant un échec intermédiaire. Tout ça, c'est très logique. Tour D8, défense. Dame prend A7. Dame prend A7 forcé. Alors, dame prend A7, c'est pas pour gagner le pion A7, évidemment, mais surtout pour défendre le mat. Voilà. Ça évite donc dame prend F2, échec et mat. Et dans cette position, si on fait un petit bilan, donc pour l'instant, les blancs ont une pièce de plus. Oui. Mais malheureusement, la menace que l'on avait annoncée tout à l'heure en début d'émission arrive. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'il y avait dame prend F2 qui était une menace, mais il y a aussi dame H2. Dame H2 qui est une menace puisqu'on attaque la tour G1. La tour n'a pas de case. La seule manière de défendre cette tour, c'est de monter le roi en E2. Alors, il y a une autre manière aussi, Jean-Luc, c'est de bouger le pion F. Ah oui, ce pense serait que- de bouger le pion F, mais dans ce cas-là, il y aurait un mat en quelques coups. Un mat rapide, donc on va le montrer. Il y Par aura- exemple, sur le coup F3, il y aurait donc dame G3 échec, dame G3 échec, dame G3 échec, roi E2 forcé, roi E2, tour D2 échec. tour D2 échec, Il y aurait mat ou perte de la dame. Il y aurait perte de la dame, roi E3 est forcé dans cette roi, position, roi E3 et dame F2 échec, suivi. suivi de dame prend dame par exemple. S'il n'y a pas mieux, mais S'il il n'y y a pas peut-être mieux, mieux. il y a peut-être mieux. Ouais. Mais D'ailleurs, la machine annonce mat en 7 dans cette mat en position. 7 coups. C'est pas vraiment une surprise. Hein. Oui, c'est pas trop une surprise, mais enfin bon, on va juste dire que les noirs sont gagnants dans cette direction. Effectivement. On Donc- revient donc un petit peu en arrière. Donc Après dame H2, roi E2, roi E2, si on bouge le pion F, on va se faire mater voilà, forcé. le coup logique. Donc on refait le bilan, toujours une pièce de moins pour les blancs, mais les noirs ont toujours l'initiative. Ils l'ont conservé depuis une vingtaine de coups. Donc les noirs qui ont l'initiative font échec en D2. Le roi doit s'éloigner donc de son camp. Il doit monter sur la case E3. Et là encore magnifique. Tour dans cette position, tour G3 échec. Les noirs qui ont une pièce de moins sacrifient Une tour. une tour, mais c'en est trop. Si on prend la tour, c'est mat au coup suivant. Donc sur pion prend G3, dame prend G3, échec. Maintenant, quelques coups d'un projet. Roi prend E4, suivi de F5, échec et mat. Un mat, comme on dit, Jean-Luc, économique, Un puisque chaque pièce ne sert qu'à une seule chose. à mater. À mater, oui, effectivement. La dame qui contrôle ces cases-là, la tour qui contrôle ces cases-là, et les pions qui contrôlent en diagonale. Mat assez économique. Voilà, donc un très très joli mat. Donc après tour G3, alors on va revoir quand même parce que Jean-Luc là, je trouve qu'on va toujours un petit peu trop vite dans ces moments forts. C'est au noir de jouer. Le roi blanc est au centre, il est à l'agonie, il faut quand même le dire. Il menace de prendre le cavalier E4, mais bon, ce qu'il faut voir c'est que les blancs peuvent éventuellement revenir avec un petit coup comme dame A8 échec par exemple si ça veut jouer, suivi de dame prend cavalier, ramenant la dame en défense et gagnant du matériel. Donc les noirs doivent prouver quelque chose dans cette position. Oui, les noirs ne peuvent pas temporiser dans cette position. Ils doivent exécuter Il faut l'exécuter. Il faut exécuter ce roi qui est en E3. C'est leur chance. Le roi est monté. Il faut l'agresser immédiatement. Donc tour G3, c'est le coup le plus efficace. À noter que les autres coups, il y a d'autres coups qui sont intéressants aussi, comme tour F2 qui doit gagner. Mais tour G3, c'est l'exécution. C'est vraiment le peloton d'exécution. Voilà. Tour G3. Tour G3, Donc la plus belle suite, c'est F prend G3. Dans cette position, bon, Oui. on va pas lui en vouloir à Sokolov puisqu'il a quand même passé une sale journée parce que cette partie, quand même, c'est une punition qui n'est pas vraiment justifiée puisque bon, c'est quand même beaucoup de préparation, mais c'est quand même du beau spectacle. Et là, il a terminé la partie donc par roi prend E4 et tour G4 échec. C'est fini. Les noirs vont mater au coup suivant sur n'importe quel coup de roi. La dame vient sur la case F4 et c'est échec et mat. que le roi vienne en E3 ou en F3, même punition. La dame qui remontera sur la case F4, c'est-à-dire cette case-là, et ça sera mat. Donc là, c'est terminé. Donc voilà, on revoit un petit peu la combinaison au ralenti. On peut revoir au ralenti, oui, puisque ça commence il y a un bout de temps de cela, avec, dans cette position, donc là, nous sommes revenus au 24e coup de la partie. Les blancs ont joué donc dame D4, et c'est au noir de jouer. Voilà. Donc Là, c'est quand même difficilement prévisible, c'est pas évident. Est-ce qu'il avait tout calculé? Pas sûr, mais en tout cas, ça marche. je pense qu'il avait tout calculé. Il avait tout calculé. Probablement. Alors donc, B1 dame, diversion. Voilà, première diversion. Tour prend dame forcé. Forcé, on a une dame de moins, il faut la récupérer. Tour D8, Tour D8. attaque la dame. Pion prend B7.
contre diversion. Contre diversion. Puisqu'on donne la dame, les noirs prennent. Tour prend des 4. B8 dame, échec. Donc 2 promotions quasi consécutives, c'est assez rare. Tour D8, échec. Dame, prend pion A7, défend le mat en F2. Très important. Maintenant, donc, on a une pièce de moins, mais on a la menace, l'attaque de la tour en G1 par dame H2. Donc on voit que comparé à la position précédente, où quand on a commencé pour jouer B1 dame, eh bien dans cette position, on a réussi à mettre notre tour D8 en jeu, et c'est ça qui change tout, puisque avant, c'est les blancs qui avaient la colonne D, donc on peut faire l'analogie entre les deux positions, Jean-Luc, pour bien expliquer la force. Donc là, premier cas, c'est comme ça. Exactement, on voit là, que on peut jouer dame H2. Les blancs donc, sont très puissants sur la colonne D. Et après ce coup, après la séquence, après B1 dame, ils vont perdre la colonne D. Tout à fait. Après la séquence, on se retrouve dans la même position, enfin la même situation, toujours très haut noir, mais comme ça. Donc les noirs ont donné du matériel, mais ils ont pris la colonne D. Et évidemment, ce qu'il faut préciser, c'est que cette colonne D est un espace vital nécessaire pour le roi blanc. Effectivement, ce qui permet donc de faire dame H2. C'est ce qui va lui manquer. Donc le roi doit monter sur la colonne E. C'est le seul couloir qui lui reste dans cette position. Et ce couloir va rétrécir de manière un petit peu suffocante. C'est-à-dire que le roi, après tour D2, doit monter en E3. Tour G3, il doit monter en E4. C'est imposé, figure imposée. Le couloir de la mort. Tour G4, et c'est terminé, il se fait mater. C'est le couloir de la mort. Donc superbe victoire de Dreyev contre Sokolov. Jean-Luc, est-ce qu'on peut dire que c'était préparation? On peut dire qu'il y a une grosse part de préparation, mais il y a aussi une part d'improvisation. Je ne pense pas que Dreyev a calculé cette partie jusqu'au bout. Je pense qu'il a calculé beaucoup de choses sur l'échiquier, mais qu'il n'a pas prévu tout ce qui s'est passé avant. Il y a une grande part d'intuition. Et je conseille aux téléspectateurs de revoir cette partie attentivement. Effectivement, elle est extrêmement compliquée cette partie, Jean-Luc. Voilà, donc vous pouvez évidemment la revoir. Elle est à côté dans le PGN sur la droite de votre écran. On va maintenant passer à la rubrique Jean-Luc Chabanon, c'est-à-dire la rubrique Chess People de la semaine. Chess People, la rubrique de Jean-Luc Chabanon avec peu d'activité en ce moment, mais il y avait un petit divertissement, je crois Jean-Luc, que tu as raté. Oui, j'ai raté Mad Max, mais tu vas nous en dire un petit peu plus sur Mad Max. Mad Max était donc une troupe de comédiens qui se produisait à Paris, improvisation autour du jeu d'échecs. On a vu là-bas la présence de Dan-Antoine Blanchapira, le manager de Kasparov, qui est venu soutenir cette troupe de comédiens. Donc il y avait pas mal d'animations sympathiques. Donc parmi les thèmes d'impro proposés, on a vu les fous, la passion, le côté passion. On a vu pas mal de choses très très intéressantes. Voilà, donc au programme aujourd'hui pour Chess People, nous allons parler donc de Arnaud Auchard et de... Jean-Luc, est-ce que tu peux déjà commenter tes lunettes peut-être? Voilà, donc mes lunettes sont les lunettes, la copie conforme des lunettes d'Igor, donc Igor Nataf qui va bientôt jouer donc à Paris. Igor Nataf, donc grand maître français 2555, très jeune, très grand espoir. Un très grand espoir parisien qui sera attendu, donc très attendu au Sénat, et qui va, avec Arnaud Auchard, qui vont, après le Sénat, qui vont filer à Cuba, qui vont jouer un très grand tournoi à Cuba. Donc notre correspondant parisien, John Chabi, les a suivis hier soir. Donc il a passé la soirée avec eux et ils ont été au Pulp hier soir, donc dans une discothèque très branchée de Paris. Le Pulp, oui, c'est très branché. Oui. Le Pulp, voilà. Donc, on rappelle donc que ces joueurs retourneront probablement dans un mois dans cette boîte, puisqu'il y a une soirée mousse. Soirée mousse au Pulp dans un mois. Donc voilà, Igor Nataf et Arnaud Auchard qui sont les fêtards de l'échiquier. Je pense qu'on peut le dire. Surtout Igor Nataf qui est donc très habitué aux sorties en boîte. Alors Jean-Luc, qu'est-ce qu'il y a d'autre cette semaine? Voilà, donc cette semaine, nous allons principalement parler de cinéma. Nous allons parler de cinéma puisque c'est la grande sortie de la défense Lougine. Donc la défense Lougine de Marlene Goris. Donc, et non pas de Nabokov, c'est le livre. Non, c'est le film cette fois. Donc oui, évidemment, ce film qui est tiré donc, du roman du célèbre écrivain Vladimir Nabokov. Voilà, donc je crois que la distribution est magnifique pour ce film, puisque Marlene Goris a choisi comme acteurs principaux John Torturo,
donc l'acteur fétiche des frères Cohen. Et de Spike Lee Et également. de Spike Lee, donc on rappelle un petit peu la carrière de John Turturro, donc John Turturro qui a tourné dans The Big Lebowski des frères Cohen. Oui, on se rappelle de Jesus. Et oui, c'était Jesus Quintana, donc dans le Big Lebowski, John Turturro qui jouait au bowling alors que les joueurs d'échecs jouent au billard. Et il a tourné aussi dans Summer of Sam de Spike Lee, un grand classique. Oui, tout à fait. Bon, on va peut-être parler un peu des échecs quand même, Jean-Luc. On va parler un petit peu des échecs, mais bon, on va quand même parler de cinéma. Donc on va bien expliquer ce film. Donc Emily Watson qui est l'actrice de ce film. Qui est charmante d'ailleurs. Qui est charmante, qui est très très jolie. Voilà, donc on va donc raconter un petit peu ce qui s'est passé, donc l'histoire du film. Donc ça se passe dans les années 30. Alors déjà, juste petite précision, c'est tiré du roman donc, de Nabokov, ça on l'a déjà dit, mais Nabokov était un joueur d'échecs et notamment un compositeur de problèmes d'échecs. Hein. Oui, exactement. C'est sa spécialité. Mais donc en fait, le gars savait de quoi il parlait. Exactement, donc Nabokov qui explique bien. Non, puisqu'on a quand même vu beaucoup de films autour du jeu d'échecs qui étaient faits par des gens qui ne connaissaient pas ou très peu le milieu des échecs et donc ça a donné quand même certaines ratées. Oui, Alors que là, c'est peut-être pas forcément le cas. Exactement, donc ça fait plaisir, mais bon, Nabokov est d'origine russe, donc ça explique pourquoi il joue aux échecs dans ces années folles. Voilà, donc ça se passe dans les années 30 et un match est organisé donc entre John Turturro, donc qui joue le rôle de Loujine, d'Alexander Ivanovich Loujine, et qui est opposé donc à un joueur italien, donc à un grand champion italien. Ils vont jouer un tournoi au château de Com, donc en Italie. C'est un cadre magnifique et donc à l'issue de ce match, le titre de champion du monde sera décerné. Donc, match pour le titre de champion du monde, alors que je crois Loujine a un caractère tout à fait particulier dans ce oui, film. Loujine a un caractère extrêmement particulier puisqu'il a eu une enfance perturbée, si on peut le dire. Donc c'est une description psychologique intéressante. Donc d'un champion d'échecs, une description qu'on a l'habitude de voir au cinéma, mais c'est pas mal, c'est très très bien. Et il est replié sur lui-même. Au cinéma, on a souvent tendance à mettre en avant le côté un peu fou des joueurs d'échecs, un petit peu, je dirais, schizophrène. Le côté spectacle, on va dire. Un petit peu dingue. Hein. C'est un joueur qui est très rentré sur lui-même. Alors que c'est complètement faux. Hein, quand même. Il y a très très peu de joueurs comme ça, et ça n'arrive vraiment que très rarement. C'est un cas exceptionnel, mais on utilise cette image donc pour le cinéma. Quelques joueurs quand même, je dois avouer qu'on a vu quand même l'année dernière l'interview de Gritschuk et on doit avouer que certains joueurs Divanchuk. Vous pouvez revoir ça dans Diagonale, les émissions consacrées au tournoi de Jean-Luc. C'est toi qui avais fait le reportage. C'était à Monte Carlo, c'est ça? Oui, donc c'était à Monaco. C'était le Melody Amber de l'année dernière. Voilà, donc dans les archives de Diagonale. Voilà, donc on va revenir un petit peu au film. Et donc ce John Turturro tombe amoureux d'Emily Watson, qui est donc l'héroïne de Breaking the Waves, donc très connue. Et il tombe amoureux d'Emily Watson dans le film. Et il se heurte un petit peu donc à la famille d'abord, dans un premier temps, à la mère d'Emily Watson, donc venons-en au fait, Jean-Luc, on va pas raconter tout le film quand même. On va pas raconter tout le film. Bon, c'est une histoire d'amour, c'est un beau roman, et donc une belle histoire. Et oui, exactement. Et on voit un petit peu donc le rôle qu'a le jeu d'échecs donc dans ses passions fortes. Bon, alors deux questions qu'on a envie de poser. Un, déjà, est-ce que le film t'a plu? Le film m'a plu énormément, allez le voir. D'accord. Et deuxième question, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste? Ce n'est pas réaliste. Donc c'est une belle histoire. C'est une belle histoire d'amour, mais c'est de la fiction pure. On peut peut-être parler de Jean Becker quand même, qui est un joueur d'échecs averti, puisqu'on le voit régulièrement au Jardin du Luxembourg ou alors dans des cercles d'échecs. Jean Becker qui est donc, je crois, avait acheté les droits d'interprétation du livre de Nabokov il y a déjà presque 20 ans, et qui finalement les a redonnés à des Américains. Oui, donc c'était sa volonté. Donc au début, donc il voulait tourner le film. Il avait d'ailleurs pensé à un joueur français pour jouer le rôle donc du jeune Loujine. Il avait pensé à Étienne Bacrot. Oui. Mais bon, son projet ne s'est pas réalisé. Et donc finalement, il a dû finalement se contenter de le revendre donc aux Américains.
ce serait bien donc que tu invites Jean Becker donc, pour une émission. Ce serait une idée très... Eh bien, tout à fait, nous allons y penser, d'autant plus que le film est à l'affiche en ce moment, La Défense Lugin, avec donc John Turturro et Emily Watson, toujours au cinéma. Donc, on a pu gagner des places sur Internet, on peut également aller le voir. C'est un très bon film. Donc, Jean-Luc, moi, je ne l'ai pas encore vu, puisque en ce moment, je suis débordé par l'actualité du reste du monde qui est très très chargée, notamment, Jean-Luc, le Grand Prix du Sénat qui va arriver la semaine prochaine. On y reviendra en fin d'émission. En attendant, Victor Korchnoi, donc je pense qu'on a fini la rubrique Chess People, à moins qu'il y ait encore un petit truc que j'ai oublié, mais je ne crois pas. Non, c'est parfait, c'est parfait. Donc allez voir le film. Le film sort à Paris en ce moment et dans toute la France. Rien à dire sur Laurent Fraissinet? Laurent Fraissinet? Non, on va se contenter de dire Laurent Fraissinet. On va se contenter, donc voilà, Laurent Fraissinet, voilà, il n'a rien fait d'exceptionnel cette semaine, on le retrouvera en National 1. C'est d'ailleurs là-dessus que nous allons enchaîner, la National 1, championnat de France par équipe, qui aura lieu donc ce week-end à Montpellier, avec Clichy-Monaco, duel au sommet. Jean-Luc, tu joues dans l'équipe de Cannes, qui est donc en ce moment 3e. Quel est le moral des troupes à Cannes? Le moral est au beau fixe, on joue pour le titre. Champion de France. Exactement, nous voulons être champions de France. Ça va être difficile puisque Clichy est une très très forte équipe, mais nous avons également une très bonne équipe. Je rappelle qu'à Clichy, Joël Lautier joue, et à Cannes, c'est Étienne Bacrot et Vladislav Katchev qui sont donc les buteurs de l'équipe. Les buteurs de l'équipe, à noter que c'est deux très belles équipes. Clichy qui affiche une moyenne Elo à plus de 2530 points, ce qui est tout à fait considérable sur 9 échiquiers. Il y a un échiquier féminin, on le rappelle. Donc pour l'instant, Clichy, gros favori. Ce week-end, donc match au sommet, Cannes-Clichy, Monaco contre Clichy. Tout le monde va essayer de battre Clichy, mais pour l'instant, ils ont un point d'avance et l'équipe de Jean-Claude Moin. Donc les hommes de Jean-Claude partent évidemment favoris dans cette phase finale de National 1. Alors ce week-end également au programme, Jean-Luc, un semi-rapide, c'est un week-end anniversaire. Et oui, donc c'est l'anniversaire de Victor Korchnoi, enfin c'était il y a un mois. Et il a 70 ans, et pour ses 70 ans, donc, on organise un tournoi donc, en Suisse. C'est la firme Chessbase qui organise, ou en tout cas qui va retransmettre ce tournoi. Superbe tournoi semi-rapide en Suisse, avec Garry Kasparov et Vladimir Kramnik, entre autres. Avec les deux cas, donc les deux cas qui se retrouvent à nouveau depuis Linares. Ils n'avaient pas encore joué, donc, et qui... Non, à Linares, il n'y avait pas Kramnik. En revanche, c'était à Viskansi. Depuis Viskansi, donc ils vont se retrouver à nouveau en partie rapide. Et ça sera une première confrontation avant le tournoi qui aura lieu au Kazakhstan dans quelques mois. Le fameux tournoi du Kazakhstan. Donc voilà, sont invités à ce tournoi Garry Kasparov, Vladimir Kramnik, Peter Svidler, Nigel Short, Jeroen Piquet, Boris Spassky, notre champion français, Hans Zicker, c'est un vieux joueur de la génération de Korchnoi, Yannick Pelletier, Werner Hug, Florian Jenny, Richard Forster, c'est 4 Suisses. Donc il y a Yannick Pelletier qui est évidemment le leader de l'équipe suisse. Werner Hug qui a été champion du monde junior il y a très très longtemps. Il y a très très longtemps. Donc on souhaite à Victor Korchnoi évidemment un très bon anniversaire. Rappelons que c'est quand même le Poulidor des échecs, mais un excellent joueur, un joueur fantastique qui a toujours terminé deuxième, qui n'a pas réussi à battre Anatoly Karpov dans ses grandes années. Voilà donc, bon anniversaire Victor. Et il y aura donc dans ce tournoi Boris Spassky qui viendra la semaine prochaine dans Diagonale, le grand Boris Spassky, champion du monde de 69 à 72 pour Jean-Luc, le Grand Prix du Sénat. Oui, c'est Canal Web. C'est un plaisir d'inviter donc Boris en France, puisque c'est quand même le champion du monde français. Il y avait Alekhine aussi. Il y avait Alekhine, mais bon, Boris est toujours là parmi nous et c'est un plaisir. L'année dernière, il avait fait des parties magnifiques au Sénat. Je me souviens de ce sacrifice qu'il avait fait contre Arnaud Auchard. Il a fait un match de toute beauté contre Arnaud et là, on espère qu'au Sénat… Il avait fini par craquer en finale l'année dernière contre Chirov. Donc on rappelle la formule du Sénat, Jean-Luc, c'est donc 4 joueurs. Donc un tirage au sort qui aura lieu la semaine prochaine dans Diagonale à 21h, comme d'habitude, vendredi prochain. Tirage au sort, donc il y a Boris Spassky, Joël Lautier, Laurent Fraissinet, Christian Bauer, 2 contre 2. Et ensuite, les vainqueurs se rencontrent en finale. Et oui, donc l'année dernière, il s'était qualifié pour la finale, mais la finale, il l'avait perdue contre Alexei Chirov. C'était prévisible. Il n'est pas facile, Alexei Chirov. Exactement, mais cette année, ça va être très très intéressant. Cette année, donc tournoi assez chaud. Donc alors, tu commenteras pour Internet, Jean-Luc, puisque ça sera des directs marathon. C'est le week-end du 5 et 6 mai. Week-end marathon, donc 6 heures de direct par jour avec tous les matchs en intégralité, des reportages sur le Sénat. En tout cas, la semaine prochaine, il y en aura aussi à la conférence de presse. Vous êtes invité
à venir participer à l'émission donc dans le public à Canal Web à Paris 20 rue Troyon. Donc pour cela, vous envoyez un mail à diagonale@canalweb.net et vous pourrez venir personnellement poser des questions aux champions au cours de l'émission. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Sinon, il y a le Grand Prix du Sénat. Il y a encore quelques places qui sont disponibles. Toujours un mail à diagonale@canalweb.net. Le mail, donc, diagonale@canalweb.net. Il y a encore quelques places. On vous les envoie par la poste ou on vous fait une confirmation par mail pour vous mettre sur la liste. Il y a encore des possibilités. Donc, Jean-Luc, ça va être un très beau tournoi. Et la semaine prochaine, une conférence de presse où on pourra poser les questions qu'on veut aux champions. Est-ce qu'il y a des questions qui t'intriguent déjà ? Oui, je voudrais savoir, les motivations de Laurent Fraissinet. Donc Laurent Fraissinet il est motivé. Hein. Qui est très motivé. Donc en partie rapide, c'est un grand spécialiste. Donc il s'est bien comporté à Enghien. Donc j'aimerais bien savoir si cette fois il a l'intention de faire mieux que Joël Lautier, qui est probablement quand même le favori. C'est le favori au classement Hello en tout cas. Mais il faut savoir quand même que Christian Bauer et Laurent Fraissinet sont des spécialistes des parties rapides. Et Boris est également très très dangereux. C'est-à-dire que Boris est quand même capable sur un instant de battre n'importe qui, puisqu'il l'a déjà fait, il a battu tout le monde à une certaine époque. Donc Boris, toujours là pour faire la surprise, ou en tout cas pour confirmer éventuellement. Et voilà, et puis aussi leur demander leur impression sur le film. Leur impression sur le film. Alors on verra ça, Jean-Luc, puisque ce film t'a beaucoup intéressé. On verra ça la semaine prochaine. 21h, conférence de presse ouverte au public. Si vous voulez des places pour participer au Grand Prix du Sénat, pour venir dans le public, dans la salle, c'est à Paris, au Jardin du Luxembourg. Donc ça, c'est possible. Toujours un mail à diagonale@canalweb.net. On vous remercie d'avoir suivi cette édition. Jean-Luc, merci. Merci Éloi. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la conférence de presse.